Je crois que je commence. Donc, bienvenue à tous. Ce webinaire a pour titre le rôle de la finance inclusive en Afrique dans un contexte de crise alimentaire et climatique. Donc, bienvenue à tous à ce webinaire qui est organisé par ADA dans le cadre de la semaine de l'inclusion financière. Donc, juste quelques mots d'introduction à ce webinaire. Les crises, les différentes crises, celle du Covid, du changement climatique accentué ces derniers temps, de l'insécurité liée au terrorisme, ont juste, en quelques années, amené un changement de paradigme en Afrique. De même, l'émergence d'une jeunesse mieux éduquée, plus familiarisée avec les outils digitaux et un environnement technologique, peut-être aussi plus entrepreneurial, a largement contribué à un changement de perception des risques, des opportunités dans l'agriculture et l'alimentation et les marchés. Donc, je dirais pour introduire ce panel qu'il y a vraiment un avant et un après crise de ces dernières années. Donc, notre panel va donc nous éclairer sur l'impact de ces changements de paradigme sur leur perception des risques, donc les nouveaux risques, mais aussi les perceptions des solutions, les nouvelles solutions qu'ils voient apparaître sur le terrain en Afrique. Et bien évidemment, le digital va occuper un rôle très important, ainsi que les chaînes de valeur agricoles et les nouveaux marchés locaux de proximité. Je me présente en quelques mots. Je suis donc Renée Chao-Beroff. Je suis directrice générale de CIDR Famiga et de Famiga Finance et fondatrice d'un réseau d'institutions de microfinance rurales africaines. J'ai plusieurs décennies de pratique de l'inclusion financière, surtout orientée sur l'accès aux services financiers pour les petits agriculteurs, les femmes rurales et les PME. Et récemment, j'ai fondé la première plateforme digitale destinée à la filière anacarde en Côte d'Ivoire et qui s'appelle WeAgri. Et j'ai le très grand plaisir d'être votre modératrice aujourd'hui. Alors, pour nous parler de tous ces sujets éminemment passionnants, nous avons aujourd'hui Jacques Affetor, qui est le DG de Assi Lassimé du Togo. Nous avons aussi Nadia Poremchi de ADA Luxembourg. Et enfin, nous avons Emmanuel Vuillot de Sidi France. Au fur et à mesure que je vais les introduire, je vais aussi introduire un peu donc, leur organisation et en quoi ces organisations vont pouvoir contribuer à nous éclairer au niveau de ce sujet. Alors, sans plus attendre, je vais aborder déjà dès le premier point que nous devons nous poser comme question concernant ce thème et qui est autour de la notion de risque. Quels sont les risques et les défis qui sont liés au financement du secteur agricole durable en Afrique? Alors, pour nous en parler, en premier lieu, eh bien, nous avons donc Jacques de l'institution de microfinance Assila Missimé du Togo et qui est membre du MAIN, co-organisateur de la Semaine africaine de microfinance et qui va partager avec nous le point de vue de ceux qui opèrent sur le terrain et qui doivent gérer tous les jours en première ligne les risques liés au financement des activités agricoles.
Et évidemment, leur but est de soutenir les petits exploitants locaux, en même temps qui sont touchés par les questions de sécurité alimentaire des populations locales. Et donc, pour nous en parler, je vais inviter Jacques à nous partager avec nous donc, son analyse, sa perception des risques tel qu'il le vit tous les jours sur le terrain. À vous, Jacques. Merci René, merci aux organisateurs de cet événement, sans oublier le réseau MIN pour m'avoir donné cette opportunité de partager l'expérience de notre modeste institution Achille Assime. Donc, Achille Assime, c'est une institution de microfinance sociale créée par Entrepreneurs du Monde en 2012 au Togo et qui a pour objectif d'accompagner les personnes vulnérables exclues du système classique, c'est-à-dire celles qui n'ont pas la possibilité de fournir des garanties avant de bénéficier des services d'une institution financière pour développer leur activité. Donc, Achille Assime cible spécifiquement les personnes vivant avec le VIH, les personnes handicapées, les petits exploitants et bref, les femmes vulnérables. Nous intervenons dans le petit commerce, la restauration, l'agriculture, la transformation et l'activité. Et comme domaine d'activité spécifique, nous avons le microcrédit et l'épargne, les formations, surtout les formations et l'accompagnement social. Et très prochainement, nous allons mettre en place une mutuelle de santé pour tous les bénéficiaires qui prennent du crédit à Silas. Donc, notre intervention en milieu rural a commencé en 2008 et c'est pour accompagner les petits exploitants agricoles. Et cela a été possible grâce à l'appui d'Entrepreneurs du Monde qui a bien voulu mettre à notre disposition un référent technique agricole pour nous donner les outils nécessaires afin de réussir malgré les risques auxquels sont exposées les institutions de microfinance. Alors, pour revenir à la question, je dirais que les activités agricoles comportent une part de risques inévitables depuis toujours et à la fois un risque d'aléas sanitaires, donc les maladies, les ravageurs, tant sur l'élevage que sur les cultures. Et les risques d'aléas climatiques également, donc inondations, la sécheresse. À tout cela s'ajoute pour nos petits exploitants agricoles des risques liés à la pauvreté. Et là, nous pouvons mentionner le manque de moyens pour acheter les semences au bon moment, pour acheter les médicaments ou bien les vaccins pour les animaux. Il y a également le manque de main-d'œuvre. Et souvent, c'est ce qui amène les petits exploitants à une utilisation abusive et excessive des herbicides qui causent du tort à l'environnement et à leur propre santé. Et nous avons également le changement climatique qui vient aggraver les difficultés. Et au Togo, on observe une raréfaction des pluies qui pèse sur les prévisions de semis des agriculteurs et sur les rendements. Le changement climatique aujourd'hui vient renforcer, je dirais, les risques sanitaires avec l'apparition de plus en plus d'épidémies qui se transforment plus facilement à cause de la perte de biodiversité qui avant faisaient un barrage naturel. Et les familles des petits exploitants agricoles bénéficiaires d'Achille Assime sont dépendantes de leur production pour se nourrir et envoyer leurs enfants à l'école. Donc, du coup, la baisse des rendements agricoles liée à l'augmentation des températures, la raréfaction des pluies et l'augmentation des maladies et des ravageurs fait peser un risque direct sur la sécurité des ménages. Et avant d'arriver à un risque de malnutrition pour la famille, la première conséquence est souvent la déscolarisation qu'on observe dans les familles en milieu rural. Et pour finir, on sait aussi que ce sont les femmes les plus impactées par le changement, c'est les femmes qui sont plus impactées par le changement climatique. Et dans notre portefeuille à Achille Assime, elles représentent plus de 92%, puisque Achille Assime compte aujourd'hui 32 000 emprunteurs actifs. Et donc, sur les 32 000, on note 92% de femmes.
Et donc, pour elles, cette raréfaction des ressources va entraîner une augmentation du temps pour parcourir de longues distances avant de trouver de l'eau, avant d'aller s'occuper de leur activité. Et je dirais aussi que les femmes sont aussi plus exposées aux risques sanitaires. Parce que ce que nous observons en milieu rural, voilà, souvent c'est les hommes qui sont au front, mais les femmes sont plus exposées à ces risques. Et je dirais également que souvent en milieu rural, le risque qui n'est pas négligé, c'est le risque d'écoulement des produits. Quand nous prenons par exemple l'igname, à la période de récolte, nous avons tellement d'igname sur le marché et les femmes sont obligées de vendre comme ça parce que il y a plus d'offres que de demandes. Donc, du coup, ça agit également sur le rendement voilà, de l'activité du petit exploitant. Voilà un peu résumé les différents risques auxquels sont exposés nos petits exploitants à cela. Merci. Donc, merci beaucoup, Jacques. Peut-être que nos autres panélistes veulent commenter aussi ce point particulier de l'analyse des risques. Nadia, vous avez peut-être un point de complément? Oui, peut-être. Donc, comme l'a si bien mentionné Jacques, donc à côté de tous les risques déjà cités, donc mis à part les risques des changements climatiques, on assiste également à une dégradation donc des terres, de la structure des terres, un appauvrissement des sols, donc à une difficulté aussi d'accéder aux moyens de production, donc notamment pour les femmes, donc l'accès à la terre, donc lié également donc aux droits coutumiers, à d'autres aspects, et également le morcellement des terres qui complique également l'accès à la mécanisation. Donc, on sait que l'accès aux moyens de production, l'insécurité aussi au niveau des titres fonciers, décourage aussi les investissements qui sont souvent nécessaires et massifs pour restaurer les terres et les travaux d'aménagement. Donc, c'est également un frein à l'adoption de pratiques culturables durables. Donc, je pense que c'est des éléments à ne pas perdre de vue. Et comme tu l'as bien souligné aussi, le transfert aux nouvelles générations. Donc, on se rend compte même dans les grandes cultures, au niveau du cacao, que ce soit au Côte d'Ivoire ou pas, de plus en plus, c'est très difficile d'impliquer des nouvelles générations. Donc, il faut rendre l'agriculture attractive en facilitant, en travaillant sur la pénibilité du travail, mais également en faisant en sorte que les activités agricoles, la production agricole soit plus rémunératrice pour attirer les jeunes. Merci beaucoup. Emmanuel, peut-être un mot? Oui, un mot. Je pense que une partie de ce qui est exposé est extrêmement intéressant, je trouve, dans le lien qui est fait entre les aspects sociaux et environnementaux. Donc, quand on parle des femmes qui sont plus exposées aux risques, ou qui n'ont pas de titre foncier, ou des jeunes qui n'ont pas accès, ou qui ne veulent pas s'investir dans l'agriculture, puisqu'ils ne la considèrent pas comme étant soit très rémunératrice, soit très valorisante sur le plan social. Je pense que c'est des choses extrêmement importantes. Et quand on s'adresse à ces questions environnementales, on a immédiatement des questions sociales derrière qui se profilent, si on veut prendre le temps, bien sûr, de les considérer. Donc, ça quelque part, pour tous les acteurs qui travaillent sur ce sujet, c'est des choses qui s'ajoutent les unes après les autres. Donc, ça demande d'être assez compétent sur beaucoup d'aspects et de travailler beaucoup d'aspects, ce qui n'est pas toujours facile. Par exemple, travailler sur les titres fonciers, c'est pas forcément très simple pour une institution de microfinance de le faire en direct. Il faut souvent passer peut-être par d'autres structures en partenariat ou en tout cas en relation peut-être. Je pense que c'est nécessaire. Et ça pose aussi la question au niveau des partenaires, enfin des personnes ressources ou des personnes reconnues comme des personnes
comment dire, habilités à travailler avec les différents types de populations, que ce soit les femmes, les jeunes ou tous les producteurs. Et Jacques mentionnait le référent agricole qu'ils avaient utilisé. C'est assez intéressant parce que c'est quelque chose qui n'est pas forcément très évident à mettre en place. Comment faire pour que cette personne soit légitime vis-à-vis des autres des producteurs pour pouvoir si les conseils qu'il donne pour que les conseils qu'il donne puissent être appliqués ensuite sur le terrain, enfin appliqués ou en tout cas appropriés sur le terrain et mis en place ensuite. C'est quelque chose d'assez, qui peut prendre beaucoup de temps et qui nécessite souvent une confiance qui est quelque chose à développer. Donc, ça sera, je ne sais pas si Jacques a le temps de développer cet aspect-là, comment ça a pu être reçu au niveau des bénéficiaires, ça me semblerait assez intéressant. Très bien, merci beaucoup. Donc, bon, je vois qu'on liste beaucoup de défis et de risques. Bon, comme l'a dit Jacques, ce n'est pas nouveau qu'au niveau de l'agriculture et du monde rural, ces risques existent depuis longtemps. Mais effectivement, les dernières crises que nous avons vécues ont accentué ces risques et ont rendu ces risques plus menaçants pour à la fois les producteurs eux-mêmes, mais aussi l'ensemble de la société qui dépendent de ces producteurs pour se nourrir, et enfin pour les organisations qui veulent financer, soutenir et structurer l'ensemble de ce secteur, de cet écosystème de chaînes de valeur, etc. Donc, heureusement que je crois que nous, en tout cas au niveau du panel, mais aussi sûrement au niveau des personnes qui participent à ce forum, nous sommes des personnes positives, nous sommes des personnes actives, donc évidemment à des défis et des challenges, nous regardons du côté des solutions. Et donc, nous allons aborder maintenant les solutions. Quelles solutions sont mises en place pour gérer ces risques et améliorer le secteur agricole? Et pour nous parler de solutions, je vais inviter Nadia qui va nous présenter ce que fait ADA en tant qu'expert en finance inclusive et actif depuis plusieurs années sur le travail d'appui technique et de solutions financières et non financières mises en œuvre pour des projets de finances agricoles durables et en agroécologie, de nous parler de cette expérience et surtout des solutions qui sont en train de mettre en œuvre pour faire face à ces risques. Nadia, à toi. Merci René. Donc, je dois dire que traditionnellement, ADA intervient dans la finance agricole depuis de nombreuses années à travers ses partenaires IMF accompagnés. Donc, l'accompagnement de ADA consistait essentiellement à former les dirigeants, les décideurs des IMF en finance agricole, en les appuyant pour développer des produits financiers adaptés aux acteurs des chaînes de valeur agricoles, en les outillant également avec des fiches techniques agricoles, en facilitant également l'acquisition de compétences, mettant en place un réseau d'agents agricoles dédiés avec un profil d'agronome pour gérer le portefeuille agricole. Mais on s'est rendu compte, chemin faisant, notamment que cela n'était pas suffisant en fait, qu'il fallait au-delà de ça et que l'accompagnement stricto sensus des IMF avait ses limites. Donc, qu'il était nécessaire d'avoir une approche beaucoup plus holistique, tant pour une meilleure gestion des risques au niveau des IMF, mais également pour avoir davantage d'impact et de retombées positives au niveau des petits exploitants agricoles et des autres acteurs des chaînes de valeur financées. Donc, dans ce cadre-là, je parle trop vite, ok. Dans ce cadre-là,
Donc, ADA a contribué via la structuration de chaînes de valeur porteuses, a contribué à mettre en place un écosystème où l'on facilite non seulement l'accès au financement, mais également l'accès au savoir, à la formation, aux informations et l'accès au marché. Donc, je peux citer par exemple un travail qui a été fait sur une longue durée avec notre partenaire IMF, le réseau coopératif La FUSEC au Togo, sur la structuration des chaînes de valeur agricoles porteuses, notamment le soja et le cacao, ce qui a permis vraiment à la FUSEC de devenir vraiment un acteur déterminant de financement de ces chaînes de valeur avec une excellente gestion des risques et de pouvoir développer des produits de plus en plus complexes qui a permis vraiment de cibler tous les acteurs des chaînes de valeur agricoles. Donc, avec une excellente maîtrise des risques. Et comment cela a été possible? Donc, tout d'abord, en développant des partenariats avec des centres de formation spécialisés pour former les petits producteurs sur des pratiques culturables durables, pour également accompagner les organisations de producteurs sur leur structuration, des formations en éducation financière, de la gouvernance, mais également en créant des partenariats gagnant-gagnant entre ces organisations de producteurs et les agrégateurs formalisés par des contrats tripartites. Donc, je dois dire avec le temps, la digitalisation également de l'analyse du portefeuille agricole a permis justement à la FUSEC de s'investir davantage dans le financement de ces deux filières et qui atteint aujourd'hui un encours qui va jusqu'à 10 milliards de francs CFA et des crédits individuels à certains exportateurs qui vont jusqu'à 300 000 euros. Donc, on voit vraiment l'impact. Et d'ailleurs, cette année, donc, la FUSEC va expérimenter un crédit destiné aux exportateurs de produits bio, justement sur ces filières cacao et bio, en développant un crédit documentaire en partenariat avec une banque commerciale qui est l'Africa Leasing. Voilà ce que je peux dire, en tout cas en ce qui concerne notre intervention sur la structuration de chaînes de valeur agricole. Formidable. Est-ce que vous pouvez nous dire aussi ce que vous faites en matière de mitigation de risques et en particulier mitigation de risques climatiques? Donc, en termes de mitigation de risques climatiques, systématiquement, toutes les IMF que nous accompagnons dans la finance agricole sont également appuyées par ADA pour développer, en tout cas, intervenir avec des organisations spécialisées et promouvoir des pratiques agricoles durables. Notamment, ADA s'est positionné en faveur de l'agroécologie et on essaye dans la mesure du possible de promouvoir au niveau des IMF que nous accompagnons et des producteurs une transition vers les pratiques agroécologiques. Nous avons également recours à la digitalisation quand c'est possible également pour faciliter ce renforcement de capacité. Donc, je peux citer, pour exemple, un partenariat qui a été initié au Burkina avec une SAS qui s'appelle Green Hope et qui a mis en place une plateforme qui s'appelle Yolse. L'objectif de cette plateforme est de faciliter l'accès des petits producteurs aux intrants bio à crédit, mais également l'accès au marché dans la mesure où Green Hope est le principal acheteur de ces produits. Donc, ADA est en train d'initier à appuyer justement cette plateforme pour essayer de digitaliser notamment le contenu des formations techniques et éviter aussi d'avoir une approche top-down en mettant aussi le producteur au centre, donc en partant vraiment des besoins d'accompagnement et des préoccupations des petits producteurs pour développer justement le contenu de ces contenus pédagogiques. ADA est aussi très actif en termes de mitigation des risques. On développe des partenariats également avec des insurtech pour essayer aussi de développer aussi, d'étoffer leur offre de produits d'assurance agricole. Donc, nous avons développé un partenariat notamment avec Ibiza sur le Sénégal pour développer un produit indiciel fourrage destiné aux éleveurs, mais également un partenariat avec Poula, donc qui est également une insurtech en vue de développer une assurance hybride qui a une composante indicielle, mais également rendement sur la filière arachide au Sénégal.
Donc, voilà ce que je peux dire de manière très ramassée. Écoutez, c'est extrêmement riche hein, en termes de solutions. Et peut-être partager avec nous ce que vous faites en matière d'accès au marché, puisque Jacques nous avait bien dit hein, que l'un des risques aussi, c'est le problème de l'accès au marché. Donc, pour faciliter l'accès au marché, donc surtout dans le contexte, on a vu dans le contexte Covid aussi, où il y a eu beaucoup de restrictions au niveau des pays. Donc, il y a eu un impact vraiment considérable hein, lorsqu'il y a eu des restrictions de déplacement. À cela s'ajoute la crise aujourd'hui, la guerre en Ukraine, qui aura la crise énergétique qui impactera également donc certainement le coût des denrées alimentaires. Et lorsqu'on sait également le taux de déperdition, notamment sur les denrées périssables, les fruits et légumes, qui est extrêmement élevé parce qu'il y a très peu de transformation et beaucoup de pertes au niveau des récoltes. Donc, nous, au niveau de ADA, ce qu'on essaie de faire, c'est également de promouvoir les circuits courts et de promouvoir également la transformation et la création de valeur ajoutée au niveau des chaînes de valeur agricoles. Donc, je peux citer deux exemples à ce niveau-là. Donc, ADA a développé un mécanisme de financement qu'on appelle le YESFI, le Youth Entrepreneur Sustainable Financing Initiative. Donc, l'objet de cet outil financier, c'est vraiment de cibler le missing middle. On sait que dans tous les secteurs, pas uniquement agricoles, mais on sait que beaucoup d'entrepreneurs ont des projets intéressants, mais ont besoin de financement, mais n'ont pas accès à ces financements, donc, car ils sont trop élevés pour les institutions de microfinance et trop petits pour les banques commerciales. Donc, les caractéristiques de ce produit, ça permet à des entrepreneurs ayant des projets porteurs d'avoir accès à des financements qui varient entre 5 000 et 100 000 euros et d'avoir une modalité de flexibilité au niveau de remboursement sur une durée de 3 ans. Et le remboursement est calqué est flexible en fonction du chiffre d'affaires généré par ces entreprises. Donc, parallèlement, donc l'entrepreneur bénéficie d'un accompagnement, d'un incubateur pour l'accompagner dans sa croissance et suivre l'évolution de son chiffre d'affaires. Grâce à ce mécanisme de financement, on a pu notamment financer une entreprise, un entrepreneur au Burkina qui est impliqué, en tout cas, dans la production d'intrants bio, mais également Manda Bio, qui est une entrepreneuse au Sénégal qui est active dans la transformation donc, de produits agricoles. Peut-être un petit mot, je voudrais également ajouter un petit mot, si vous me permettez, concernant aussi un partenariat très intéressant qu'on a initié entre UniMF au Sénégal, INSEC, et Soritool, qui est une plateforme de commercialisation de produits agricoles, notamment sur la chaîne de valeur Fonio. Donc, on sait qu'il y a beaucoup, donc le fonio est une céréale très intéressante dans la mesure où elle demande très peu d'eau, très peu d'intrants, donc elle est vraiment adaptée au changement climatique, en tout cas dans les zones sahéliennes. Et afin de promouvoir justement donc, cette chaîne de valeur Fonio, Soretool, en fait, qui est la plateforme de commercialisation, appuie donc les groupements pour valoriser leurs produits, des formations en technique d'hygiène, se charge des tests laboratoires, du packaging, mais également valorise également la promotion de ces produits, donc non seulement au niveau local et à l'exportation. Et INSEC, quant à elle, permet de financer les groupements, en tout cas, appuie les groupements pour moderniser leur unité de transformation et notamment des équipements. Et peut-être un dernier mot, ou bien c'est trop après bon. Oui, après. Je voudrais. Bon, c'est clair, hein, c'est totalement passionnant, il y a beaucoup de solutions, etc. Mais je voudrais quand même donner la chance, mais vraiment en 1 minute pour chaque, à Jacques et Emmanuel de compléter sur les solutions que leur organisation ont mises en place dans un tel contexte. Bien sûr, il y a des risques, mais il y a aussi beaucoup d'opportunités qui sont liées à cette situation en ce moment. Donc, Jacques, voulez-vous compléter? Merci, merci. Au niveau d'Acila Cimé, nous imposons à tous nos bénéficiaires, c'est-à-dire les exploitants agricoles,
d'avoir une agriculture, une activité agricole pour encourager plus d'une activité agricole, c'est-à-dire qu'il ne faut pas seulement faire la culture du maïs, mais diversifier les activités agricoles. Et cela va leur permettre de ne pas subir, au cas où il y a inondation, si la personne fait l'élevage, ça va quand même amoindrir le risque. Nous avons également mis en place un service de conseil agricole qui est gratuit. Donc, j'avais parlé de l'appui d'entrepreneurs du monde via son référent technique agricole, mais cet appui, c'est à distance. Et dans nos agences agricoles, nos agences qui sont en milieu rural, nous avons des conseillers techniques agricoles qui accompagnent chaque producteur avant même le financement de son activité. Et donc, du coup, c'est des conseils, c'est des écoles au champ qui sont organisées pour leur montrer les nouvelles techniques agricoles. Donc, je pense que c'est également un moyen pour minimiser le risque. Nous avons parlé également de la pauvreté des sols. Et aujourd'hui, les producteurs utilisent beaucoup d'engrais chimiques, beaucoup d'herbicides et autres. Et donc, ce que nous avons fait avec l'appui de ADA, nous avons mis en place 2 unités de production. Donc, c'est des unités de production des fertilisants bio et des biopesticides pour pouvoir substituer un peu l'utilisation des produits chimiques qui abondent le marché. Et nous avons également, avec l'appui de ADA, mis en place un pilote sur la mécanisation. Aujourd'hui, on dit, bon, voilà, il n'y a pas de main-d'œuvre, mais il n'y a pas d'autre solution. Donc, du coup, il va falloir commencer par une petite expérience et doter ces petits producteurs-là avec des petits équipements pour leur permettre quand même d'emblaver une superficie et de faciliter, de réduire la pénibilité du travail. Voilà un peu les solutions que Achille Assimi a essayé d'apporter pour ces petits exploitants en milieu rural. Merci beaucoup, Jacques. Emmanuel, Oui. quelques mots sur vos solutions. Je pense que le fait d'étendre un petit peu la réflexion au-delà de l'appui aux IMF stricto sensu et de l'étendre à l'accès au savoir et au marché est tout à fait pertinente. Je crois que une des manières à travers laquelle la CIDI, dans laquelle elle s'est investie, c'est aussi de développer un petit peu pour mieux connaître certains marchés et mieux s'invertir sur certains marchés, c'est de travailler directement avec des organisations de producteurs et pas seulement avec des institutions de microfinance, ce qui permet de connaître la filière de manière plus importante dans son ensemble et de travailler avec alors souvent pour commencer, on travaille avec des filières qui sont plutôt reliées aux marchés internationaux et qui ont des référentiels de production bio, équitable, ce qui permet déjà d'avoir une certaine information disponible au niveau des organisations. Et le choix de travailler avec ces organisations, il est important puisqu'on pense que c'est, comme on n'a pas forcément toutes les capacités en interne pour développer des propositions d'accès à de nouveaux savoirs ou à d'autres marchés, c'est de s'appuyer sur ce qui est déjà là pour essayer de le conforter et le développer. Et je crois que ça, c'est quelque chose d'assez important puisque l'accès aux marchés internationaux, il est quand même assez exigeant. Donc, il y a une institution qui réussit aujourd'hui, elle a beaucoup aussi de défis malgré tout. Et du coup, l'assurer en termes financiers, mais aussi d'appui technique de manière plus générale, permet de faciliter aussi la diffusion de cette information et les retombées économiques de ces marchés qui sont en général mieux rémunérés. Et c'est assez important puisqu'on a parlé de pénibilité au travail tout à l'heure. Si cette pénibilité supplémentaire n'est pas rémunérée, c'est souvent un problème au niveau pour pouvoir adopter de meilleures pratiques sur le plan environnemental. Donc ça, c'est un choix qui a été fait au niveau de la CIDI depuis un certain nombre d'années, mais c'est vrai que l'on voit un petit peu les liens avec les institutions de microfinance sur ce sujet, puisqu'on en tire, et nous également, une expérience que l'on peut transmettre, soit en connaissant des personnes ressources, qui permettent de faire des échanges d'expériences,
soit au niveau peut-être de certaines conditions qu'on peut mettre en place, qui peut-être dans un premier temps nous paraissaient peut-être trop exigeantes, mais que finalement sur le terrain, on se rend compte que finalement ça peut passer et que c'est quelque chose d'acceptable sur le terrain moyennant un certain nombre le contexte. Donc je pense que c'est des choses qu'on essaie de travailler aussi de cette manière-là. Également, ce qui a été mentionné en termes de travail avec des fournisseurs d'intrants biologiques, c'est quelque chose que l'on finance également au niveau de la CIDI, que ça soit de manière externe aux organisations qu'on finance ou de manière interne. Et souvent, quand cette manière interne, c'est souvent à travers le financement des jeunes que l'on peut avoir trouver un écho à la fois social et environnemental assez intéressant, puisque souvent les jeunes n'ont pas accès à la terre en premier lieu, c'est encore la terre de leurs parents, donc des fois ils peuvent cultiver un lopin dans l'entièreté de la ferme de leurs parents, mais souvent aussi ils n'ont pas forcément accès à ces terres-là. Donc comment ils peuvent rentrer dans une activité, c'est aussi par le biais de travail sur les intrants. Investir dedans, les revendre en famille, ils sont considérés comme faisant partie de la filière, ils sont un peu mieux intégrés et c'est quelque chose que après souvent les parents ont plus tendance facilement à leur attribuer un peu de terre dans ces cas-là puisqu'ils reconnaissent aussi leur service. Donc ça c'est c'est quelque chose qui existe dans les organisations de producteurs. C'est peut-être plus difficile à travailler en direct à travers les institutions de microfinance, mais en tout cas, c'est des points d'attention que l'on a, nous aussi, quand on travaille avec les différentes organisations. Voilà. Merci beaucoup, Emmanuel. Donc, on voit qu'il y a effectivement beaucoup de solutions innovantes, holistiques, et je trouve que c'est ça la principale évolution de la recherche de solutions aujourd'hui, c'est de rechercher des solutions holistiques, donc financiers, non financiers, mais aussi par les institutions de microfinance, mais aussi l'élargissement à tout l'écosystème autour des chaînes de valeur, que ce soit au niveau donc des organisations paysannes ou que ce soit au niveau même des acheteurs, au niveau des plateformes de e-commerce, etc. Donc, on voit progressivement une approche plus holistique qui prend en compte davantage donc, d'acteurs qui sont présents dans l'écosystème et qu'on va réussir sans doute sous forme digitale de pouvoir réunir dans un dialogue et permettre de passer à l'échelle. Peut-être un petit commentaire que je voudrais faire, c'est qu'en vous écoutant tous les trois, on s'aperçoit que les solutions, elles viennent sans doute un peu de l'extérieur, de nos structures d'appui, mais elles viennent aussi très souvent en appui à des initiatives qui ont déjà démarré sur le terrain. Je pense en particulier à l'expérience de Soreto, dont Nadia, tu as parlé. Eh bien, Abakawa, elle n'a attendu personne pour démarrer sa plateforme de e-commerce qui rapproche donc les productrices avec les consommatrices à Dakar, etc. Donc, on voit aussi émerger beaucoup, donc en Afrique, des initiatives de jeunes entrepreneurs, de jeunes qui ont un peu comme ce que j'ai dit en introduction, une plus grande familiarité avec des instruments techniques et technologiques, et ce qui aussi favorise les solutions que les uns et les autres nous pouvons ensemble, en partenariat, apporter pour faire face à l'ensemble de ces risques qui sont quand même assez importants, assez considérables, et que nul d'entre nous ne peut apporter seul, sans partenariat avec l'ensemble de ces nouveaux acteurs. Donc, tout ça est vraiment très prometteur et très encourageant. Je voudrais passer rapidement à la dernière question structurante de notre panel, et qui est l'approche des investisseurs pour mesurer l'impact
de leur financement dans le secteur agricole durable. Et pour cela, je vais passer la parole à Emmanuel, qui, grâce à la CIDI, qui est une organisation active dans le projet SNUP, coordonné par ADA et qui est cofinancé par la coopération suisse et la coopération luxembourgeoise, va nous présenter un peu le point de vue des investisseurs, ceux qui prêtent des capitaux aux IMF et aux organisations de producteurs PME agricoles et supervisent ces investissements dans l'agriculture en sûrement mesurant l'impact produit par tous ces investissements, puisque nous travaillons tous, j'imagine, pour améliorer l'impact positif sur la vie des gens d'ordre général et en plus particulièrement des bénéficiaires et des partenaires. Donc, Emmanuel, à vous la parole. Merci beaucoup. Juste pour repréciser que je suis chargé de partenariat, qui est un investisseur social français avec une intervention sur une centaine de partenaires, surtout en Afrique et en Amérique latine, par le biais du financement en dette et par un accompagnement et une assistance technique complémentaire. Donc, effectivement, au niveau de la CIDI, l'impact, qu'il soit social et environnemental, est quelque chose qui est important, structurant même dans la mission que l'on peut se donner, même si on sait toutes les difficultés qu'on peut avoir ou les nuances qu'on peut avoir autour de l'impact. C'est pas toujours facile à mesurer, ça demande de l'argent, ça demande du temps, donc des fois on apprécie plutôt des changements, pas forcément de l'impact, donc on est un petit peu plus humble peut-être que l'impact, mais néanmoins l'objectif c'est quand même que les pratiques puissent évoluer dans la bonne direction, et ça on s'y attache tous. Et je crois que sur les aspects sociaux, la CIDI fait partie des investisseurs sociaux qui a longtemps déjà travaillé, labouré ce terrain. Les aspects environnementaux, qui nous intéressent un peu plus aujourd'hui au travers de l'agriculture, sont plus récents, comme pour beaucoup d'entre nous. Et pour nous, ça a vraiment fait partie de notre plan de développement depuis 2017. Je pense que c'est depuis cette période-là que c'est devenu un peu central. Donc, pour que ça devienne un peu central, forcément, il faut se donner aussi quelques concepts, quelques outils avant de pouvoir mesurer des actions, avant de pouvoir engendrer des actions et puis mesurer des résultats. Donc, j'ai mentionné beaucoup de partenariats dans ma première intervention. Je pense que c'est quelque chose de central pour aborder un peu les questions environnementales autour de l'agriculture, puisque, par exemple, quand on parle d'agroécologie, il peut y avoir plein d'appréciations différentes, même si aujourd'hui, je pense que les grandes organisations internationales s'accordent quand même sur un certain nombre de principes un peu centraux sur lesquels on peut tous à peu près se retrouver, mais néanmoins, il y a des conflits d'intérêts qui existent, il y a des propositions différentes, il y a du greenwashing, donc on est aussi dans ce contexte-là. Également, c'est quelque chose, n'étant pas spécialiste, ne dispensant pas forcément d'agronome à la base, on n'avait pas forcément en interne non plus de la légitimité, en tout cas on ne se sentait pas forcément légitime pour aborder de manière très top-down, très dominante cette dimension-là. Et du coup, on a essayé de travailler ça avec les partenaires qui étaient le plus proche du milieu rural et du financement agricole. Donc, que ce soit avec les institutions de microfinance, mais aussi, bien sûr, avec les organisations de producteurs et quelques PME agricoles. Et c'est avec eux surtout qu'on a commencé à développer la recherche et l'expertise, et à développer un peu l'expertise. Assez compliqué, juste pour donner un petit exemple, quand on a fait une recherche sur la pomme de terre au Burkina pour voir si la mise en œuvre de pratiques plus agroécologiques était quelque chose d'économiquement intéressant, y compris pour les producteurs, donc qui pouvait être a priori mis en place relativement facilement. On s'est appuyé sur différents référentiels, qu'ils soient publics, qu'ils soient plus privés. Pardon ? Il faut que
C'est bon? D'accord. Bon, excusez-nous pour cette interruption. Donc oui, je disais que on essayait de rassembler quelques référentiels différents pour essayer de voir si on met tant d'engrais, si on met en place telle pratique, quels résultats ça donne et quels résultats économiques ça donne in fine. Eh bien, on avait des différences assez importantes. Donc finalement, on a testé et puis avec l'appui de certaines, sur l'appui de subventions et d'une couverture de risque, on a testé la chose et on a trouvé des résultats encore différents. Donc, c'est pour montrer juste un petit peu la difficulté des fois quand on veut améliorer les pratiques sur le terrain. Voilà, ça peut demander un peu de temps, en tout cas, pour pouvoir arriver à quelque chose qui soit réplicable assez facilement, parce que c'est quand même l'ambition. C'est-à-dire que si on fait quelque chose de test avec une organisation, c'est quand même que ça puisse se développer par ailleurs et par après au niveau de l'organisation, mais au niveau de plus largement, bien sûr. Voilà, nous, comment on essaye de suivre un petit peu les progrès après qui peuvent être faits. Donc, on s'est doté d'une grille de lecture de l'agroécologie à la CIDI, qui est, voilà, on a testé à peu près sur une dizaine de partenaires, je pense, aujourd'hui, et qui nous, comment dire, qui a plusieurs objectifs, mais il y en a 3 qui sont assez importants. C'est pas seulement du suivi, c'est d'abord de promouvoir du dialogue avec les organisations avec lesquelles on travaille, parce que, en fait, finalement, on s'est rendu compte qu'en abordant un peu les questions environnementales, que ce n'était pas forcément quelque chose qu'on abordait avec elles. On parlait de plein de choses déjà, mais pas forcément de ces aspects-là. Et cette grille permet à tous les chargés de partenariat comme moi de s'approprier un petit peu des questions, des réflexions, des repères quelquefois sur les pratiques agricoles, avec des formations en interne, bien sûr, qu'on a pu organiser et qui nous permettent de discuter avec les partenaires qui ensuite travaillent avec leurs clients pour voir qu'est-ce qui peut être fait en termes de produits, en termes d'incitation, en termes d'appui technique à apporter. Donc, c'est un peu un premier objectif. Un deuxième objectif avec cet outil, c'est justement la formation des chargés de partenariat. Et le troisième, c'est bien entendu le suivi des évolutions. Et on suit les évolutions à 2 niveaux. On essaye de suivre les évolutions au niveau des producteurs à partir d'un très petit échantillonnage, parce quand on est en mission, on n'a pas forcément le temps, en tant que chargé de partenariat, de faire de suivre beaucoup de producteurs, mais on essaye d'en suivre quelques-uns pour essayer de voir un petit peu, puis d'essayer d'élargir à l'ensemble de l'organisation. Ça reste quelque chose de, comment dire, une approximation, c'est pas quelque chose de très exact, mais c'est quelque chose qui permet de beaucoup discuter, et ça intéresse beaucoup les organisations de travailler de cette manière-là. Et on travaille également sur qu'est-ce que fait l'organisation en elle-même pour aller dans la bonne direction. Donc, c'est un peu à ces 2 niveaux qu'on essaye de travailler pour suivre les évolutions qui peuvent se passer. Alors, il y a un petit score qui est mis, mais qui sert surtout aussi… les commentaires sont beaucoup plus importants que les scores, puisque la comparabilité entre organisations, elle est possible souvent sur une zone géographique assez restreinte, ou avec des paramètres climatiques, des paramètres de sol relativement semblables, mais ça peut assez vite varier si on change ces paramètres-là. Ne parlons pas de latitude et d'altitude, c'est des choses qui varient assez fortement. Donc voilà, mais c'est quelque chose de tout à fait central et qui se travaille un peu sur le temps moyen-long, même si avec certains partenaires, en fait, les questions qui sont posées sont assez immédiates, puisque par exemple, dans certains points, la question de la culture du café avec le changement climatique est posée. Est-ce qu'on pourra continuer à faire du café dans ces zones-là dans le futur, et dans le futur relativement proche? La question est clairement posée. Donc, les histoires de diversification d'activités et voire de changement d'activité sont très importantes, sont posées dans certains cas. Et voilà, on est dans un contexte effectivement de crise dans certaines régions, avec des crises qui peuvent être en plus, voilà, des contextes multicrises
avec non seulement des bouleversements climatiques, mais également des risques sécuritaires importants. On peut penser au Sahel, on peut penser aussi à des risques au Liban ou à des contextes géographiques assez différents, donc qui bouleversent un petit peu les structures, donc qui nécessitent d'être qui nécessite toujours d'avoir une approche un peu globale, même si on veut développer l'analyse sur l'agriculture et sur une agriculture plus durable. Voilà, donc on a forcément évidemment une action limitée, hein, on l'a mentionné, la notion de partenariat est très importante, comment travailler avec des acteurs qui sont à la fois compétents, à la fois légitimes, qui peuvent discuter avec les paysans, qui ont aussi leur savoir et leur légitimité, et qui sont même les premiers légitimes, bien entendu, puisqu'il s'agit de leur champ et de leur survie. Donc, c'est comment combiner tout ça, voilà, c'est des choses que l'on travaille, qui nécessitent souvent un temps important au niveau de la gouvernance, puis avec les équipes et je dirais des partenariats à la fois internes et externes d'une certaine façon, entre des clients, et les organisations. Une confiance qui s'installe, mais aussi avec des experts externes, des gens de la recherche. Et ça, c'est à la fois passionnant, urgent et quelque chose qui avance malgré toutes les difficultés. Donc, voilà, je pense que ce que je peux dire sur comment on travaille, nous, à avancer sur la durabilité du secteur agricole et à sa mesure, ou en tout cas à la mesure des changements que l'on peut observer et essayer de promouvoir et identifier dans certains cas. Merci. Merci beaucoup. Donc, bon, je vois que le temps passe aussi. Donc, moi, juste une petite intervention avant que je ne passe à nouveau la parole à Jacques et Nadia pour compléter Emmanuel sur la partie suivi et mesure d'impact. Je veux rappeler qu'il n'y a pas si longtemps que ça, je pense que c'était la semaine dernière, Cerise et SPTF ont organisé un bel anniversaire et aussi ont célébré leur rapprochement pour travailler à la fois sur les questions de protection des consommateurs, aussi pour travailler sur les questions de performance sociale et environnementale, et aussi à mettre en place les nouveaux outils de mesure d'impact sous l'angle des ODD, hein, donc tous les outils autour de mesures d'impact qui se traduit par notre contribution les uns et les autres aux objectifs de développement durable. Donc, je crois que d'une certaine façon, ce n'est pas les seuls, bien sûr, mais Cerise et SPTF sont un peu les biens communs de notre secteur d'inclusion financière. Ce sont eux qui, aujourd'hui, se sont spécialisés à fournir à l'ensemble des acteurs du secteur, que ce soit des institutions de microfinance, que ce soit d'ailleurs les refinanceurs, donc les investisseurs, ou que ce soit les structures d'appui, ils nous fournissent donc les outils et ils nous permettent, grâce à leur capacité d'analyse, d'agglomérer un peu les résultats au niveau de l'ensemble du secteur et voir comment les choses sont en train d'évoluer sur le terrain. Donc, je voulais juste rappeler que nous avons un bien commun extrêmement précieux, nous autres surtout au niveau de l'Europe, hein, parce que en fait, Cerise et SPTF ont aussi mis un très grand accent à couvrir l'Europe et les différents pays du Sud avec leur partenariat qui est très, très vaste. Alors, juste en un mot, s'il vous plaît, parce que sinon, on n'aura plus le temps de permettre aux participants de poser des questions. Jacques et Nadia. Jacques, d'abord, sur l'aspect impact. Merci, René. Bon, moi, j'aimerais juste partager ce que nous faisons à SIDACIMI. Il y a un entrepreneur du monde qui a mis à disposition d'Acide Acimé un logiciel qui s'appelle Fonio,
qui permet d'évaluer les exploitations agricoles tous les 2 ans et d'obtenir des informations sur la mise en place des techniques agroécologiques, luttant naturellement contre les effets du changement climatique. Et là, on peut trouver par exemple le nombre d'agriculteurs ayant des problèmes d'érosion ou le nombre d'agriculteurs utilisant du compost comme fertilisant. Donc, c'est un outil qui nous permet quand même de pouvoir disposer assez d'informations pour apprécier l'appui ou bien l'apport d'acide acénique. Aussi, chaque année, acide acénique, à travers un outil de collecte d'informations qui est administré, cet outil est utilisé pour les cycles impairs du crédit. Et donc, à la fin de chaque année, nous analysons les informations collectées pour apprécier le taux de scolarisation des enfants dans les familles. Et ceci permet à CILACIME d'améliorer son offre. Donc, comme on n'a pas assez de temps, je vais me limiter à ces 2 aspects. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jacques. Nadia? Donc, à notre niveau, je dois dire que systématiquement, donc, lorsque des IMF mettent en place des services d'accompagnement donc des producteurs, il y a également un mécanisme de suivi qui est mis en place pour voir quelles sont les adoptions pratiques des producteurs. Et on essaie aussi de voir s'il n'y a pas d'adaptation de ces pratiques, quelles sont les difficultés. Et parce que souvent, le frein à l'adoption des pratiques, c'est également l'accès au financement. Donc, dans ce cas-là, on essaye également d'appuyer des IMF parfois à développer de nouveaux produits, des produits verts, par exemple des pompes photovoltaïques, des systèmes d'irrigation goutte à goutte. Donc, on essaie vraiment de comprendre quel est le frein à l'adoption des bonnes pratiques et de trouver des solutions adéquates. Et au-delà de cela, donc, nous avons un département gestion des connaissances au niveau de ADA et systématiquement, des enquêtes sont menées auprès des clients pour connaître leur satisfaction et mesurer les retombées, en tout cas des services financiers, mais également non financiers, et de tirer des enseignements et de capitaliser. Merci beaucoup. Donc, je crois que nous avons maintenant peut-être que 3 minutes pour conclure ce panel, probablement trop court pour réellement laisser la parole et les questions aux participants. Donc, peut-être conclure que nos panélistes nous disent mais vraiment un mot s'il vous plaît, ce que vous voulez nous dire en termes de conclusion par rapport au thème de ce panel, hein, qui est vraiment le rôle de l'inclusion financière dans ce contexte de risque, crise alimentaire et climatique. Alors, on va commencer peut-être par Emmanuel, qui a clôturé la présentation, et puis on va remonter à Nadia et ensuite à Jacques, et je dirai un petit mot aussi à la fin. Donc, s'il vous plaît, soyez brefs. 2 minutes pour chacun. Merci beaucoup. Oui. C'est bon. Ok, je crois que c'est bon. Oui, donc moi je dirais qu'en un mot, mon impression finalement, c'est qu'avec cette volonté d'inclure finalement cette nécessité et cette volonté d'inclure la dimension environnementale dans les pratiques des institutions de microfinance et dans les pratiques des clients in fine, on a besoin d'avoir un ensemble de partenariats. Il y a un travail à long terme en fait, en toute confiance, et c'est ça qu'on essaye de développer. Donc moi, on se retrouve un peu comme au début finalement de la microfinance, où on avait un peu cet aspect multi-partenariat, ou en tout cas où on avait une combinaison de subventions, de prêts. Donc on se retrouve peut-être un petit peu aussi dans ce contexte-là, et je pense que c'est adapté à la situation en tout cas. Et voilà, moi je voulais simplement remercier aussi le ADA pour les contributions qu'ils ont fait aussi à certains partenaires ou à certains projets qu'on a développés en commun. Et je pense que c'est la voie que l'on souhaite continuer pour la suite. Merci beaucoup. Nadia, à vous. Nadia?
Donc, en ce qui me concerne, oui, je pense que je voudrais aussi terminer sur une note positive. Je pense que les défis énergétiques, les défis climatiques sont également une excellente opportunité, en tout cas en termes de création d'emplois, de promotion d'entrepreneuriat, d'innovation. Comme on l'a déjà vu, la plupart des innovations digitales sont portées par des jeunes entrepreneurs en Afrique. Donc, c'est peut-être également une opportunité justement de revenir, de valoriser les produits locaux qui ne sont plus consommés, donc qui sont remplacés souvent par des denrées importées. Donc vraiment de promouvoir. Donc c'est peut-être une opportunité à saisir. Donc je voudrais peut-être terminer sur cette note positive. Et tout en mettant aussi un accent également sur, c'est vrai qu'il y a pas mal de solutions innovantes digitales qui émergent, mais qu'il y a aussi des freins à l'utilisation de cette digitalisation, donc notamment une fracture digitale, en tout cas l'accès déjà des femmes à la digitalisation reste compliqué, donc question de confiance, et il y a souvent un besoin d'éducation digitale également des principaux utilisateurs, donc d'avoir vraiment une approche customer-centrique lorsqu'on veut promouvoir les outils digitaux. Et de rester vigilant aussi, parce que c'est vrai que plusieurs solutions émergent, mais il faut voir aussi dans le temps quelles sont ces solutions qui pourront vraiment passer à l'échelle et se pérenniser dans le temps. Merci beaucoup. Jacques, un mot aussi. Ok, merci. Moi, j'aimerais particulièrement remercier tous les partenaires d'Assila-CIMI parce que nous n'avons aucune expérience, hein, comme je l'avais dit dans mon intervention, sur le financement du monde rural. Mais avec l'appui de ces partenaires, nous avons pu quand même réussir. Parce que si nous prenons aujourd'hui toutes les agences d'Assila-CIMI, c'est les agences qui sont en milieu rural qui obtiennent des indicateurs les plus performants. Donc, pour nous, intégrer le volet environnemental dans la stratégie globale de l'institution permet quand même de minimiser le risque et ça donne plus d'opportunités aux petits exploitants que nous accompagnons. En tout cas, merci à tous les partenaires d'Assila-CIMI. Merci beaucoup, Jacques. Donc, pour conclure, bien sûr, nous voulons remercier et congratuler les panélistes pour des présentations vraiment très concrètes, très, très axées dans leur réalité de travail. Donc, merci beaucoup pour les défis, merci beaucoup pour les solutions et merci beaucoup pour tous ces messages optimistes que vous avez partagés avec nous. Et dire aussi que donc, ce panel a été organisé par ADA dans le cadre de la préparation de la Semaine africaine de microfinance de 2023. Donc, c'est un avant-goût de ce que nous allons pouvoir discuter lors de la Semaine africaine de microfinance 2023. Donc, notez bien dans vos agendas qu'il y a un événement important pour le secteur de l'inclusion financière qui va arriver très bientôt et j'espère que nous pourrons nous retrouver à cette occasion. Merci beaucoup et très bonne journée à vous, très bonne semaine de l'inclusion financière. Au revoir. Merci. Merci. Merci, au revoir.